Ok, bonjour à tous. Bonjour à tous. On attend encore un peu de monde. Les gens se connectent. Tac. Voilà, ça arrive. Il est quelle heure? 32. On va se laisser encore 1 ou 2 minutes que les derniers arrivent. On a déjà des gens connectés. On attend encore quelques personnes. On est prêt avec Émile à vous présenter ce webinaire sur la data fabrique souveraine. Donc, on fait du on-prem aujourd'hui. On ne parle pas trop de cloud. Donc, on peut faire du cloud chez Minayo et chez Dremio, mais ce n'est pas le sujet du jour. Le sujet, c'est le on-prem data fabrique souveraine. Et on attend encore un peu de monde. Il est toujours 32. On va voir les gens qui se connectent. Il y a encore des gens qui arrivent. Toujours un petit peu en retard. Tac. Voilà. On est pas mal. Euh, tac. On va bientôt être prêt à démarrer. On va peut-être commencer. Voilà, il est 33. On se dit on va quand même démarrer le webinaire avec 3 minutes d'attente. On va démarrer les slides. Ouais, il reste encore. Ouais, quelques personnes se connectent encore. On devrait être pas mal. Bonjour à tous. Bienvenue dans le webinaire Dremio Minayo sur la data fabrique souveraine. Donc on va partir. Les derniers retardataires arriveront au cours, mais sur les quelques premiers slides. Donc, je vais me présenter. Je suis donc Aurélien Gouget, je suis senior solution architecte chez Dremio, basé à Paris. Et aujourd'hui, je reçois Émile Sabatier, que je vais laisser se présenter de chez Minayo. Bonjour à tous, c'est Émile Sabatier, je suis fil d'architecte chez Minayo et je suis aussi basé à Paris et en France pour ce webinaire partenaire avec notre partenaire Dremio et Aurélien qui est notre solution architecte côté Dremio. Voilà, donc voilà l'équipe de choc. Donc, on va vous présenter un peu plus en détail le sujet. Je reviens juste sur la partie agenda pour vous dire on fait deux intros rapides Dremio et Minayo en 5-10 minutes. Et on va revenir sur les avantages après de la plateforme Dremio Minayo dans un environnement de plateforme, je dirais, data fabrique souveraine et une petite démo et puis vos questions. Voilà. Donc Aurélien et Émile, si vous voulez nous contacter, on est également dispo sur LinkedIn. On n'a pas mis les URL LinkedIn ou les QR codes, mais on a des profils à jour avec Émile, donc si vous voulez nous contacter, on est dispo ou par mail avec grand plaisir. Donc je vais commencer par vous présenter rapidement qui est Dremio pour ceux qui ne connaissent pas. Donc Dremio, notre headquarter est basé aux US, à Santa Clara en Californie. On a un bureau à Londres, à Paris et à Munich. On est à peu près 350 maintenant dans le monde. On a quelques clients en France comme Michelin, que tu vois sur le slide. On a La Poste, RTE. C'est des clients qui ont déjà communiqué avec nous sur des 2-3 événements. Donc, on a déjà une bonne base installée à Paris et on est contributeur de pas mal de projets open source comme Apache Arrow et le projet Nessie. Le projet Nessie ayant migré vers le projet Apache Polaris désormais. Voilà, donc on a pas mal de gros clients. Nos clients, c'est en général justement dans le cadre de cette plateforme data souveraine on-prem, des clients qui ont des gros volumes et des contraintes liées aussi aux infrastructures et aux sources de données multiples. Juste rapidement, pourquoi Dremio? Quel est le positionnement? Donc, on va retrouver ici à peu près tout ce qu'on retrouve dans toutes les boîtes, toutes les entreprises, également dans vos entreprises, j'imagine. C'est les sources de données classiques. Donc on va retrouver Oracle, les SAP, les CRM et autres, les bases de données Postgre, tout ce qui est base de données relationnelles. En général, on a mis en place pas mal d'entreprises depuis 10-15 ans des lakes on-prem. Typiquement, ça va être Hadoop, par exemple, ou du S3, un stockage de type objet. Et on a souvent un data warehouse pour servir les clients, pour faire ces fameuses copies. On a des pipelines qui passent des sources au lake à ces warehouses pour créer des cubes, pour servir au final la BI ou des use cases
ML avec ce qu'on appelle nous des data citizens, hein, les utilisateurs tout simplement, qui sont peu soucieux de savoir comment c'est articulé derrière, qui veulent vraiment récupérer une expérience client dans leurs outils d'analyse et de visualisation et qui ne sont pas forcément sensibles au fait que la source soit plus lente que le warehouse ou que le lake et ainsi de suite. Et c'est un peu la cuisine des data engineers et des data scientists. Eux, ce qu'ils veulent, c'est un service. Et pour améliorer ce service, le positionnement de Dremio, c'est de faire ce qu'on appelle ce shift left, c'est de ramener en fait les utilisateurs, les consommateurs, BI et data scientists, on va dire les analystes data scientists, vers la donnée. Et donc de réduire cette complexité en les ramenant vers les data sources et les data lakes, et en étant capable de avoir une vision unifiée de ces différentes sources. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, justement, sur cette approche on-prem et souveraine d'une data fabric. Donc, le but pour les data consumers, quel est l'objectif? C'est de pouvoir consommer des data products. Donc, de créer, orienté autour du métier, de créer des products liés à ces différentes sources qui vont être techniques ou de gestion ou financières dans la plateforme Dremio et de croiser des données qui vont être, comme on le voit aujourd'hui, là, j'utilise les fameux taxis et la météo, mais on peut imaginer des données financières qui viendraient d'un système Oracle avec un lake, avec des événements liés à une plateforme de trading, par exemple, et de croiser tout ça pour créer un produit lié à l'usage d'un client et autres. Donc, tous ces use cases-là, on peut les retrouver classiquement. Et puis, on va avoir aussi dans la plateforme une capacité à avoir le lineage, ça c'est important, à accélérer le système. Et l'accélération, c'est la clé des valeurs de notre plateforme. On a une accélération qui s'appuie sur les reflections. C'est ce qui nous rend unique sur le marché côté Dremio, c'est qu'on n'est pas une virtualisation, on est vraiment une plateforme d'unification avec une sémantique unique et une accélération pour les utilisateurs et pour avoir je dirais cette qualité de service délivrée à l'utilisateur. Donc, on va permettre à des users de côté Power BI, Tableau ou Superset ici, ou dans un Dataiku ou un Workbook Jupyter, d'avoir de la performance sur le requêtage de données. Donc, c'est vraiment le cœur, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, cette partie rose-violette sur le côté, qui s'appelle donc les reflections. Rapidement, la data fabrique souveraine, on va la retrouver. Il y a la partie sémantique, il y a la partie self-service qui est importante, donner à l'utilisateur la capacité de se connecter à un environnement et de pouvoir construire. Et puis, il y a une partie gouvernance qu'on ne va pas traiter aujourd'hui, qui sera peut-être traitée dans un autre webinaire à terme, mais qui est importante. Je voudrais juste la remettre là. C'est la partie gouvernance sécurité. On peut avoir un role-based access, des accès assez fins sur les accès et le masking également. Bon, ce que j'ai pas mis en œuvre ici pour pas alourdir le webinaire, c'est pas le sujet, mais on peut aussi faire ce type je dirais de sélection par l'utilisateur et de masking. Voilà, donc là, dans les grandes lignes, la plateforme, c'est l'accès aux sources, donc 1000 IO aujourd'hui, en termes de sources de données. Donc, c'est ce qu'on voit en violet ici. C'est les sources qu'on appelle brutes, en fait, les data sources. Et on va créer ces products on top, ce qu'on va vous montrer tout à l'heure dans la démo avec Emile, et la partie reflection qui est vraiment le cœur et la grosse force de la plateforme. Je vais laisser Emile présenter, introduire Dremio, Minayo. Moi, j'ai introduit Dremio. Et Emile, je lui passe les slides. Donc, il va me faire un petit signe pour passer le slide suivant. Donc, je te laisse présenter Minayo. À toi, Emile. Super, merci beaucoup Aurélien pour cette introduction. Donc, bonjour à tous. Alors, Minayo n'est pas une simple solution de stockage. Nous sommes le standard en matière de stockage objet. Créé il y a 10 ans en Californie, notre présence mondiale et notre adoption massive témoignent de notre rôle en tant que leader sur le marché. L'une de nos principales preuves de réussite réside dans l'ampleur de notre communauté et notre base client. Minayo, comme vous pouvez le voir sur le slide, a été téléchargé plus de 2 milliards de fois via Dockerpool. Être un leader mondial ne se résume pas à des chiffres. C'est aussi une question de fiabilité, de capacité à évoluer et d'innovation. Les entreprises de tout secteur, IA, apprentissage automatique, services financiers, santé, etc., choisissent Minayo pour ses performances inégalées et sa flexibilité. Slide suivante, s'il te plaît, Aurélien. Merci, Super, Emile. merci beaucoup. Alors, comme vous pouvez le voir, Minayo atteint des vitesses de lecture get et d'écriture put extrêmement élevées, jusqu'à plusieurs téraoctets par seconde, sur du matériel standard, ce qu'on appelle le commodity hardware, idéal pour les workloads de streaming, analytics et IA, ML évidemment. Il a été conçu nativement pour Kubernetes et les environnements cloud, permettant une intégration fluide dans un large écosystème d'applications. Son approche minimaliste, le binaire fait moins de 100 mégaoctets, facilite le déploiement, la maintenance, les mises à jour.
Et cette simplicité se traduit par une scalabilité aisée, aussi bien sur le plan technique qu'opérationnel. Pensé pour gérer des flux massifs de données et interagir de façon transparente avec les outils d'IA comme PyTorch, Entropix, etc., Minayo offre une base de stockage haute performance essentielle à les révolutions IA. Next, s'il te plaît. Tac. Voilà. Alors, en quoi consiste précisément notre offre? Alors, permettez-moi de vous présenter AI Store, notre solution complète et clé en main pour le stockage IA. Au cœur de cette solution, AI Store est conçu pour répondre aux défis uniques des charges de travail IA, en offrant une fois de plus des performances et une évolutivité inégalée. Au centre de ce écosystème se trouve notre Object Store, la solution de stockage objet la plus largement adoptée sur le marché. Il est conçu pour fonctionner partout, sur site, dans le cloud ou dans les environnements hybrides, ce qui vous donne la flexibilité de l'implémenter de la manière qui convient le mieux à vos besoins. AI Store va bien au-delà du stockage objet traditionnel. Il inclut des outils et fonctionnalités spécifiques dédiés à l'IA et que vous ne trouverez pas dans d'autres technologies de stockage. Par exemple, ici, aujourd'hui, nous avons le firewalling et le load balancer qui sont compris dans ce bundle. On a le AI prompt et ça sera un nouveau webinaire dédié qui verra sûrement le jour dans pas longtemps, puisque c'est un sujet tellement complexe qu'on ne pourra pas, on aurait bien voulu le faire tenir, mais voilà, on est limité par le temps, donc on ne pourrait pas. On a aussi ajouté le cataloging vraiment dans ce bundle. On a le chiffrement data at rest avec un key manager qui est compris dans la solution. Et on a une console globale qui permet d'avoir l'observabilité et toutes les métriques et tout ce qui fait une solution enterprise. Next, s'il te plaît. Tac. Alors, très, très, très vite, donc nous avons une nouvelle fonctionnalité aujourd'hui qui s'appelle Prompt Object. C'est une fonctionnalité innovante conçue pour accélérer le développement d'applications IA. C'est une nouvelle extension puissante de l'API S3 qui permet aux utilisateurs et les applications d'interagir directement avec des objets non structurés, comme s'ils s'adressaient à un LLM, sans aucune connaissance préalable spécifique. Concrètement, vous pouvez demander à un objet de décrire, de trouver des similitudes, des différences avec d'autres objets, ce qui ouvre un potentiel considérable pour un large éventail d'applications. L'AI Hub sert de dépôt centralisé pour tous vos modèles, le jeu de données, les métadonnées, IA. Un des principaux défis dans le domaine de l'IA est de contrôler l'accès aux données, tout en respectant les exigences de sécurité et de conformité, et en particulier pour les jeux de données sensibles. L'AI Hub offre un environnement privé et sécurisé, permettant de stocker, de partager les ressources IA, tout en préservant leur confidentialité. Contrairement au dépôt public, AI Hub maintient vos modèles et vos données sous votre contrôle. Le GPU direct. Donc, le GPU direct est axé sur la performance. Les charges de travail IA modernes, comme on le sait tous, s'appuient fortement sur les GPU, qui sont très puissants, mais aussi très, très coûteux. Pour exploiter leur plein de capacité, vous avez besoin d'un système de stockage capable de répondre à la demande. Et les GPU directs permettent de transférer des données à faible latence et à haut débit directement depuis l'AI Store vers les GPU. Alors, ce qu'on appelle un transfert mémoire à mémoire qui réduit les goulets d'étranglement. Grâce à ces fonctionnalités avancées et un ensemble complet de caractéristiques de base de matière de stockage, AI Store s'impose comme une solution offrant des performances inégalées pour des charges de travail IA. Next, s'il te plaît. Merci. Alors, vous pouvez étendre vos ressources dans différents data centers ou architectures tout simplement sans difficulté. Nous comptons par exemple un client qui ajoute 100 pétabytes de capacité chaque mois et sans interruption de ses activités. Son cluster évolue de manière fluide et sans impact sur la production. J'insiste dessus, 100 pétabytes quand on remet dans le contexte par mois, c'est quelque chose qui est assez colossal. Les GPU représentent un investissement important et leur performance dépend directement de l'infrastructure de données qui les alimente. Minayo propose les meilleures performances de stockage objet, surpassant aussi bien les solutions de stockage en mode fichier ou en mode bloc. Même parmi les fournisseurs de stockage objet, nous nous démarquons systématiquement. Et évidemment, Minayo vous offre la liberté de le déployer où vous le souhaitez. Data center privé pour protéger les données, etc. etc. Minayo s'intègre au principal framework et l'outil d'IA. Next, s'il te plaît. Yes. Voilà, j'essaie de surveiller la montre histoire de parce que je pourrais en parler pendant des heures. Donc, alors, Minayo découpe les données en blocs de données et de parité, donc ce qu'on appelle les regers coding, afin de reconstruire tout facilement
toute partie corrompue ou manquante. Minayo répartit automatiquement les disques dans des groupes de parité pour équilibrer la charge et améliorer les résiliences. Il n'y a pas de base de données de métadonnées séparées. Les métadonnées et les données sont écrites ensemble, ce qui réduit la complexité et assure la cohérence. Minayo peut répliquer les données sur plusieurs clusters géographiquement dispersés, offrant une haute disponibilité et meilleure performance à l'échelle mondiale. Next, s'il te plaît. Alors, sans toutes les énumérer, ne vous inquiétez pas avec ce slide qui est bien chargé. Voici quelques fonctionnalités. Évidemment, Minayo prend en charge les API Amazon S3, la V2, V4 et les S3 Select, le standard aujourd'hui du stockage objet. Le Lifecycle Management, ce sont les règles pour déplacer les données hot vers warm, vers cold, tout ce qu'on sait déjà qui fait l'attrait du stockage objet. Évidemment, nous avons l'authentification et la gestion des autorisations. On s'intègre avec des annuaires tels que LDAP. On se interconnecte avec les IDP tels que Keycloak, Okta, etc., etc. Tout ça pour le contrôle, qui accède aux données et pour gérer les autorisations. Nous avons des fonctions avancées de verrouillage des objets par rapport aux exigences légales, par exemple dans le secteur de la finance ou de la santé. Minayo assure la confidentialité, l'intégrité et l'authenticité des données sans impact significatif sur les performances. J'insiste là-dessus. Voilà. Possibilité de déclencher des tâches, donc le bucket notification qu'on connaît tous. Donc c'est une feature qui est aussi bien implémentée. Et le dernier point qui me tient particulièrement à cœur, surtout en France et en Europe, où nous sommes vraiment très exigeants en termes de disaster recover et réplication, nous avons une réplication active-active, une architecture robuste, résistant à la perte dans data center, et on peut faire cette réplication de manière synchrone ou asynchrone. Next, s'il te plaît. Voilà. Grâce à sa compatibilité S3 et sa haute performance, Minayo AI Store peut stocker des énormes volumes de données et servir de base de travail pour l'entraînement de modèles IA et d'analyse avancée. Pour les architectures distribuées nécessitant tolérance aux pannes et haut débit, Minayo fournit aujourd'hui une alternative moderne à HDFS avec la simplicité de l'API S3. Avec une capacité de lecture-écriture à faible latence, AI Store permet de bâtir des data lakes ou data lakehouse, des warehouses ultra performants pour l'analyse en temps réel, quasiment temps réel. L'approche objet, combinée à l'évolutivité horizontale, répond aux besoins des microservices, des conteneurs et simplifie le stockage par rapport au système classique du type fichier et bloc. Voilà, Minayo peut être déployé chez différents fournisseurs, cloud, on-prem, et ça, j'insiste énormément là-dessus, sans changer les applications, assurant une grande flexibilité et évitant le vendeur lock-in. Son débit soutenu et sa compatibilité S3 en font un endpoint idéal pour collecter ou diffuser des flux en continu, par exemple dans le domaine de la vidéo ou de l'IoT. Next, s'il te plaît. Yes. Ah bah ça, Ah. c'est notre sujet. Ah, il manque une petite icône. Ou alors elle apparaît. Ah voilà, fallait cliquer. Bah, parfait. Donc, du coup, bah, cette architecture de Data Lakehouse, peut-être je continue là-dessus. Tu veux un petit peu discuter Ouais, bah aussi? ça, c'est un peu ce qu'on a monté aujourd'hui. En fait, comme le disait Émile, nous, on a utilisé des instances Amazon. On a monté deux clusters de test. Hein. Dremio aussi, c'est pas une grosse infra, mais on a mis deux clusters à 4 nœuds et on les a croisés. Donc, ce qui est- c'est pas mal, c'est qu'on peut du coup sécuriser son environnement de données. Ce qui sécurise après la partie requêtage, puisque Dremio peut être aussi sécurisé. Et là, il y a deux axes qu'on a mis sur ce slide. C'est la partie iceberg, qui peut être du coup un format qu'on va pouvoir stocker avec le catalogue à terme qui sera disponible chez nous dans la version 26. Moi, je ferai un webinaire sur la version 26 qui va sortir d'ici 2 mois, où il y aura un iceberg intégré dans cette version de Dremio. Et la partie S3 qu'on voit plus aujourd'hui, qui est bah, l'accès à toutes ces sources de données en format lake. Alors en général, format parquet, c'est ce qu'on va vous montrer. Et voilà, c'était un peu pour finaliser un peu cette idée-là, de se dire bah, du disque à la partie requêtage, on essaie d'avoir un grand écart aujourd'hui en termes de profil, mais aussi d'usage, et pour expliquer un petit peu le concept, et que bah, l'environnement Minayo plus Dremio permet et la sécurité, la performance et cette approche souveraine de la gestion, puisqu'on est en gestion de tout cet environnement complet sans avoir à aller sur un environnement cloud. Mais on peut aussi monter cet environnement sur du cloud. C'est pas incompatible et on peut faire du croisé. C'est-à-dire que Minayo peut croiser cloud et on-prem, comme le disait Emile, et nous, pareil, on peut faire du Dremio à Dremio avec un cluster Dremio qui serait cloud et un cluster qui serait souverain sur du on-prem. Donc tout est toujours possible.
Je te laisse peut-être finir sur les deux, trois références importantes de chez vous, et puis on va passer à la partie suivante. Super, merci Aurélien. Donc voilà, une histoire de réussite concrète avec Minayo. Par exemple, l'optimisation des coûts et des performances. Un client gérant 100 pétabytes de données a réduit ses coûts de 84% en améliorant les performances de 33%. Un autre client a étendu son espace de stockage à 1,25 exabytes en collectant des flux de données vidéo depuis les véhicules. Bon, évidemment, on ne peut pas donner le nom de ce client, mais je vous laisse deviner. Donc, il n'y en a pas tant que ça. Et avec une prévision d'atteindre 3 exabytes dans les 18 mois. Voilà notre nouvelle échelle de valeur, donc le scaling ou le scale pour ce mot anglais qui est, voilà, aujourd'hui, nous sommes positionnés sur le exabyte et non plus le petabyte, comme ce qu'on pouvait entendre dans le monde du big data il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, les entreprises migrant depuis l'HDFS ont diminué leur TCO, donc le Total Cost of Ownership, par un facteur de 50 et ont obtenu des meilleures performances. Je vais vous citer juste un des cas, par exemple, American Express, parce que c'est un monde donc big data qu'on connaît tous dans les problématiques d'aujourd'hui. Le contexte, American Express utilisait initialement HDFS, donc le Hadoop File System, pour stocker et analyser des gros volumes de données via des divers outils d'analyse. Donc, un cas classique du big data dans le système financier. Gérer un cluster HDFS de 100 nœuds pour environ 5 pétas, euh, avec, on va dire, un replication factor, donc les 3 à 4 copies pour chaque donnée. Évidemment, il n'y avait pas de RG de coding à l'époque. Augmenter les coûts et les risques de perte de données en cas de panne. Donc, American Express estimait devoir mobiliser près de 6 ingénieurs à plein temps donc pour administrer ce cluster de cette taille. Aujourd'hui, un migrant vers Minayo, American Express réduit le besoin de main-d'œuvre. Le cluster équivalent à 5 pétaoctets sur Minayo ne nécessite que 2 ingénieurs à plein temps et offre 66% environ de gains en efficacité. Donc, on a amélioré la disponibilité et la résilience. Les régés de coding de Minayo permettent de repartir les données sur plusieurs serveurs et data centers si nécessaire en fonction de l'architecture choisie. Et pour finir, les bénéfices de performance nettement supérieurs, même avec des disques durs classiques. La configuration Minayo se rapproche des vitesses nominales du matériel sous-jacent. Voilà. Merci Tac, Aurélien. nickel. Donc mais après ces deux petites intros sur Dremio et Minayo, on va passer à la partie un peu plus avantage et lié à ce qu'on va montrer aujourd'hui. Donc les bénéfices aujourd'hui, là, en mixant Dremio, Minayo, on revient, c'est un peu une synthèse de tout ce qu'on vient de se dire, mais c'est souveraineté, performance de l'analytique et de l'AI, la scalabilité, parce qu'il y a scalabilité côté Minayo et côté Dremio, on ajoute des nœuds, on ajoute du stockage, on ajoute de la puissance sur le stockage et sur le calcul. L'accès unifié, donc on oublie d'avoir ces silos et cette complexité. Dremio unifie tout ça, ça simplifie. On peut avoir un self-service, on va réduire les coûts forcément, puisqu'on va séparer la partie évolution du stockage de l'évolution du compute. Et on va surtout réduire les coûts sur, je dirais, les sous-jacents. On n'en parle pas toujours, mais en ayant Dremio, on va avoir moins d'accès à ces systèmes sous-jacents type base de données relationnelle, puisqu'on va être capable d'accélérer avec les reflections dont je vous ai parlé, que je vais vous montrer dans Minayo, ces bases. La partie sécurité et gouvernance, je l'ai évoqué. Donc, vraiment un use case de modernisation, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de toujours penser à aller vers le cloud. Et il y a pas mal de clients qui, justement, ne veulent pas forcément aller vers le cloud et cherchent à moderniser. Et puis, la partie self-service, ce qui est très important pour les utilisateurs. Donc voici, ça c'est la petite. Je vous ai fait un diagramme tuto pour cette démo du jour pour vous expliquer ce qu'on va faire. En fait, on a des nœuds Minayo dans notre environnement. Donc il y a deux clusters. On a mis quatre nœuds, mais on peut en mettre X avec qui vont avoir en fait les tables brutes, ce qu'on appelle les raw data chez nous. Donc ça, c'est monté en S3. Et on a également une source dans Postgre qui est montée dans cette démo. Donc on a des accès que je vais vous montrer dans la console par la suite. On a trois tables sources. On a la météo, Weather Data, qui va être dans Postgre. On a des New York Taxi, le fameux dataset, qui est dans Minayo. Et on a un New York Taxi Geo qui est dans un autre système S3, qui est une base de localisation. C'est une table de fait, en fait, c'est juste quel quartier pour récupérer la longitude, latitude des, basés sur les quartiers, voilà, qui sont décrits dans la table. Donc, on fait une jointure pour récupérer une table qui contient la géo
puisque la géolocalisation est hors de la table des taxis. Et là, je la crée en joignant les deux. Et vous voyez, il y a des petits éclairs violets. Les petits éclairs violets, en fait, sont les reflections que j'ai positionnées. Donc, j'ai positionné des reflections sur ces deux tables, cette table physique ici, et sur cette jointure ici, pour accélérer par la suite pour ma consommation, et sur la partie météo, qui est une vue de la météo qui était physiquement ici sur la base Postgre. Là, je peux faire des premières sélections, premières sémantiques, et j'ai accéléré cette table. Ce qui fait que les deux tables qui vont être accédées par mon Jupiter dans ma démo et dans Tableau, que j'utilise dans la démo, va être accéléré et j'ai des temps de réponse qui vont être très rapides puisque cette table applicative ici, la New York Taxi Geo Weather, donc il y a la géographie et la météo, j'ai amené ces deux variables, est accélérée par les deux sous-jacents qui sont ici. Tout ça étant une partie dans Minayo et une partie dans Postgre. Voilà pour la partie slide. Maintenant, on va passer à la partie démo. Ça se passe ici. Donc, je vais vous montrer dans Minayo, on a créé donc, les buckets. On a créé un New York Taxi ici. Et dans le New York Taxi, donc ça c'est très simple, hein, vous pouvez créer vos buckets, create bucket ici. Là, j'ai mes objets. Donc, je vais aller voir ce qu'il y a dans mon bucket Minayo. On a mis un load balancer et pour l'admin et pour l'accès, je vous montrerai pour pouvoir utiliser tous les nœuds du Minayo parce que c'est un cluster. Donc, si vous mettez les hosts, vous êtes sur une seule machine, c'est pas très rapide. Mais il faut bien mettre un load balancer. Il peut être inclus dans Minayo, ou vous pouvez le mettre aussi dans vos load balancers existants. Donc là, j'ai toutes mes données de mes Green Cab et Yellow Cab que j'ai récupérées sur quelques années. J'ai 608 millions de lignes. J'ai pas pris le dataset en milliards de lignes, mais j'ai pris 608 millions de lignes pour faire la petite démo. J'ai 4 nœuds, donc j'ai pas un gros environnement. Voilà pour la partie donc Minayo, ce côté stockage. Donc moi, si je regarde dans Dremio ce que j'ai, ici j'ai fait un montage Minayo. S'il y a des remarques et des questions pendant la démo, il y a un truc qui n'est pas clair, vous ne voyez pas bien, vous n'hésitez pas, il y a un chat. Si vous avez des questions sur si quelque chose ne passe pas dans le... Je vais l'ouvrir ici, hop, s'il y a un truc qui ne passe pas, vous pouvez me le dire dans le chat, j'ai accès au chat. Je viens de l'ouvrir. Donc là, on est dans Minayo, et si vous regardez ici dans les paramètres, ça c'est mon user, et dans la partie advanced, il y a juste deux paramètres à mettre, parce que par défaut, c'est pour un stockage S3 classique, et pour Minayo, on rajoute le endpoint, qui est en fait voilà, ce point de montage, qui est un point de montage interne, c'est un load balancer à Amazon, pour avoir accès aux 8 machines derrière qui tournent sur notre environnement de test. Donc là, je retrouve ce que j'ai vu tout à l'heure, les trois buckets. Je peux vous montrer rapidement comment ça marche quand on a un accès à un stockage comme ça, on vient de se connecter. Euh, Par exemple, ici, dans Finance Data, je fais une petite aparté avant de vous montrer les taxis, mais là, j'ai deux tables. Vous voyez, c'est des fichiers. On les voit ici si je retourne dans mes buckets, on les voit ici dans Finance Data, c'est deux fichiers parquet, d'accord, que j'ai posés. Et si je veux voir ce que sont ces fichiers parquet, j'ai juste qu'à cliquer dessus. D'un mot vous montre le contenu, je l'accepte. Donc, j'ai mes têtes de colonne qui apparaissent. Là, je vais revenir en arrière. Je vais faire la même chose pour mon client. Hop, mes clients, je vois mes clients ici avec leurs adresses et ainsi de suite. Donc, j'ai une table de clients et j'ai une table de compte. Donc là, je peux faire un run sur cette table client. Automatiquement, voilà, ici, je peux voir le SQL ou pas. Donc, je peux le cacher. Là, je peux me dire, je ne veux pas voir de SQL, je veux le faire avec les boutons Dremio, ou je peux le voir ici en SQL, si je sais faire du SQL. Et je peux imaginer, par exemple, là, j'ai connecté deux tables, j'ai les clients et les accounts. Je peux faire une jointure, tout simplement, je peux faire un join. Et automatiquement ici, alors je vais aller le chercher à la main, il me l'a proposé, mais je vais aller chercher cette table que j'ai dans Minayo, dans Finance Data. Et je vais dire, je vais récupérer account en plus. Et je vais pouvoir choisir le client ID qui se trouve ici avec le client ID qui se trouve ici. Et là, je fais Apply, je fais ma jointure et j'ai une table qui reprend et mes clients et mes comptes en deux. Donc en deux mouvements, je viens de joindre deux tables qui sont et ma table client avec leur nom ici, leurs adresses, et la partie account ici avec le détail sur les comptes et les valeurs des accounts. Donc très rapidement, on peut découvrir et joindre des données. Ça, c'était pour vous montrer vraiment la facilité. Et après, quand je retourne dans Finance Data, voilà, oui, les deux tables maintenant sont en violet. Donc si je clique ici sur le petit détail, je vois les champs, je peux voir le lineage éventuellement. Là, j'en ai pas fait, je vous montrerai plutôt dans les taxis. Mais très rapidement, on peut joindre et créer des jobs sur un environnement. Donc là, ce que j'ai préparé pour la démo, ce que je vous montrais, c'est que je vais utiliser les New York Taxis. Et donc, j'ai créé un premier niveau de bronze où je vais retrouver
mes taxis dans Minayo, ma taxi zone lookup qui est dans un stockage S3 qui existait déjà, et puis ma météo qui se trouve dans Postgre. Donc si je clique ici sur le détail, je peux même mettre un peu de wiki si je veux également, je peux documenter, et je peux voir aussi après la partie lineage. Si je prends cette table Minayo et que je clique sur le lineage ici, je vais voir que cette table Minayo, elle est consommée par un children, donc c'est la fameuse table que je vais utiliser tout à l'heure pour vous montrer comment ça fonctionne en requête dans Jupyter et dans Tableau, et je vois sa source. Je vois que sa source, elle est sur du Minayo. Si je clique ici, j'ai le même approche. Je me retrouve sur la table physique avec toutes ces colonnes, et je vois qui consomme cette table. Donc en violet, c'est une table physique, et en vert, ce sont donc des vues que j'ai créées par la suite. Donc là, je vois la partie bronze et reconsommée ici par la partie applicative qui se trouve ici. Voilà. Donc je peux me balader comme ça dans le lineage de ce que j'ai. C'est pas un lineage au sens data gouvernance où je me connecte à un système et je récupère tout. J'ai le lineage de ce que j'ai construit en termes de requêtes. Donc, si je retourne ici sur la partie bronze et que je regarde comment est construit cette requête, je peux utiliser le stylo ici, éditer, et voir que c'est juste un select étoile de Minayo taxi. D'accord? Si je regarde si je regarde la table weather, ça va être pareil. Je vais juste sélectionner mes dates pour pas avoir trop de dates et de la météo qui ne m'intéresse pas. J'ai calé ma météo sur le dataset de mes taxis et j'ai choisi la table Postgre qui se trouve ici. Donc la table Postgre, on la retrouve là. Elle était connectée. Elle est ici, public. Voilà. Et là, j'ai ma table Weather qui est ici. Pareil ici, si je regarde le lineage, je vois que mon Weather, dans Postgre, est consommé par cet élément bronze et ainsi de suite. Toujours le même principe de la navigation dans les datasets. OK? Et donc, au final, j'ai créé dans Transportation, j'ai créé la partie géo dont je vous parlais tout à l'heure. Ici, j'ai fait une requête qui me permet de préparer mes données. Ici, j'ai joint, j'ai deux types de pick update, puisque j'ai deux datasets. J'ai les green cab et les yellow cab qui n'ont pas le même champ. Donc là, j'ai unifié la sémantique ici en appelant ça un pick update et le drop of date, pareil ici, avec le time en prenant les deux colonnes des deux datasets qui n'étaient pas les mêmes. Donc j'avais des colonnes vides d'un côté, enfin, des champs vides de chaque côté. Et donc j'ai groupé tout ça pour en faire un seul champ. Donc là, j'ai fait un peu de préparation. Et puis à la fin, j'ai aussi ajouté la partie lookup, la partie zone, pour ramener la géographie, la latitude et la longitude du pick-up et du drop-off. Voilà, en plus dans le système. Donc ça, c'est pour vous montrer qu'on peut joindre et enrichir un dataset avec de la géographie, par exemple, dans le cas présent. Et au final, je me retrouve avec un dataset applicatif qui va se retrouver ici. Voilà, que je retrouve avec 31 colonnes, parce que j'ai retrouvé donc, ma géographie, mes latitudes, mes longitudes, et qu'on a, donc on retrouve ici, latitude, longitude, et également la station ID, station name, ça c'est la météo, avec le vent, les précipitations, voilà, tout ce que j'ai joint tout à l'heure. Donc si je regarde la, lineage que je vous ai montré tout à l'heure. Là, je retrouve toutes les colonnes et on retrouve les sources de ces colonnes. Donc la météo et ma fameuse table taxi géo, parce que j'avais déjà fait l'agrégation dans un premier niveau, et ma météo qui est ici, voilà, qui vient enrichir mon dataset par la suite ici. En bout, on voit la température et ainsi de suite. Tac. Donc si je regarde ici, pour revenir au point important aussi, je vais pas parler des reflections. Ici, j'ai pas de reflection. Vous voyez, j'ai pas d'accélération. Parce que là, je suis au dernier niveau, je suis au niveau applicatif. C'est ce que je vais consommer dans la partie tableau et Python. Par contre, si je vais à un niveau inférieur, si je vais dans la partie silver de tout à l'heure et que je regarde cette table, je vais retrouver ici, vous voyez, il y a un petit éclair. Et si je clique sur les reflections, je vais voir qu'ici, j'ai mis des reflections en place. Et j'ai mis une reflection raw parce que je ne veux pas, je veux pas comment dire, utiliser les ressources de mon stockage distant qui peuvent être limitées dans la démo ici. Et je l'ai accéléré complètement. Donc j'ai mis un raw reflection en place et des aggregates pour accélérer ma BI. Donc là, je l'ai fait à un niveau inférieur. C'est-à-dire que si quelqu'un au niveau applicatif, ici, comme ici, décide de faire une autre vue un autre data analyst ou un scientist décide de faire une autre vue que la New York Taxi Geo Weather, mais on en fait une autre avec moins de champs. Parce qu'il dit, bah, tiens, je vais partir de ça, mais je vais retirer bah, la latitude, j'en ai pas besoin. Je refais une requête. Et en fait, sans avoir à s'occuper de l'accélération, automatiquement, comme il restera dans le cadre de cette vue, à 31 champs ou moins, et ben, automatiquement, il aura l'accélération qui est mise en place dans la partie silver, ici. D'accord? Et on l'a également ici sur la partie euh, weather, ici. Si je regarde, tac, ici, j'ai une reflection complète, c'est-à-dire que je ne veux pas attaquer la base Postgre.
parce que ça tourne sur une machine très simple. Donc j'ai tout mis en raw reflection et ça prend 310 kilobytes, c'est vraiment simple la météo. Et tout ça, du coup, je l'ai stocké dans mon stockage objet. Je ne veux pas aller lire Postgre à chaque fois que je fais une requête. C'est trop sollicitant. Et on peut imaginer ça avec des bases aussi qui ont des problèmes de coût, problèmes de perf, problèmes de pérennité, où on veut soulager ces bases, on les met en RAW et on n'a plus besoin d'y accéder. Voilà pour l'environnement. Donc ça, c'est ce qu'on trouve sur la partie dataset. Je peux vous montrer la partie SQL. Donc on a un interpréteur SQL. Tout à l'heure, je vous ai montré avec une jointure. Donc là, je peux requêter, par exemple, la table complète, la fameuse table Géo. Donc automatiquement, dans la partie UI, il va pas requêter tous les champs, toutes les lignes, parce que ça peut être trop gros. Donc j'ai toujours une limite à 100 000. Mais je peux, par exemple, si je fais un count, je vais retrouver la taille complète de mon dataset. Vous allez voir, il fait 608, 600 et quelques millions de lignes. Voilà, 608 millions de lignes. Ça, c'est la taille du dataset dans mon environnement. Là, j'ai fait une requête que je vais vous montrer tout à l'heure dans Jupyter pour vous montrer un peu ce que ça donne aussi en Python. Voici à peu près comment on articule l'usage. Donc, en SQL, et on a le dernier onglet qui est important également, c'est la partie job. Donc ça, c'est le troisième onglet de la UI très simple à utiliser. Donc là, on va retrouver ce que je viens de faire, voilà, les requêtes très simples sur la partie UI. Et on voit ici, vous voyez le petit éclair, c'est quand c'est accéléré. Donc là, tout à l'heure, je vous avais fait un import de fichiers Parquet et j'ai fait des requêtes et une jointure entre les fichiers Parquet. Donc on le voit ici arriver dans la partie UI. Et puis là, on voit toutes les requêtes qui sont passées tout à l'heure sur la partie Géo. Donc je vais vous montrer justement comment ça fonctionne. Puis là, on va dire qu'on est utilisateur. Je vais vous ramener à moi qui ai des questions avant ça, je vais vous montrer un peu comment ça se passe. N'hésitez pas si vous voulez intervenir dans le chat, si vous avez une question. Là, je ramène la partie tableau. Je vais vous montrer comment ça se connecte. C'est très simple. Donc là, je me suis connecté au node 01. C'est mon premier node. C'est tout bête, hein. Je me connecte. Là, j'ai un VPN. Donc, je me connecte sur le node 01, 31010, login password. Et je retrouve une base de données, il n'y en a qu'une, qui s'appelle Dremio. Là, je retrouve mes environnements, je peux chercher ici tout ce que j'ai structuré tout à l'heure, donc application, transportation, les bronzes, business, le Minayo, on peut tout retrouver ici, d'accord? Tout est accessible. Donc là, je reste, alors, il faut que je resélectionne, je vais reprendre application, transportation, voilà. Et ici, après, je peux sélectionner ce que je trouve. Donc, je peux faire un contient, il me retrouve toutes les sources. Et là, j'ai sélectionné taxi, géo, weather. Donc là, j'ai ma géographie et ma météo. Je peux faire un petit update ici. Il se reconnecte à mon système. Donc, il me met les 31 champs qu'on voyait tout à l'heure. Et le nombre de lignes, 608 000 lignes millions de lignes, pardon. Et là, j'ai créé donc deux, trois métriques que j'ai mis dans un dashboard. On ne va pas faire une démo de tableau non plus. Mais voilà, là, on se retrouve avec toutes les données de l'environnement et je peux m'amuser à sélectionner, par exemple, des mois qui m'intéressent. Et automatiquement, le système lance une requête. Donc, si je vous reprends derrière voilà, je vais vous reprendre j'ai un peu j'ai un peu trop agrandi. Je vais me mettre là. Hop, je vais laisser ça. Si je me mets ici sur les jobs et que je fais un petit refresh ici, on va retrouver les jobs. Voilà, New York Taxi Geo, je suis à 5 secondes de requête. Et quand je clique sur un job, je vois que j'ai utilisé des accélérations ici. Et je vois que le job a collecté quelques millions de lignes. On peut le voir ici également dans la partie. Voilà, on est à 129 millions sélectionnés de lignes sur les 608. Je peux me mettre à côté sur un autre dataset, une autre partie du dataset. Automatiquement, il relance plusieurs requêtes. Hein. C'est Tableau qui les génère et ça rafraîchit en live ma BI pour quelques années de taxi, on va dire, d'historique de taxi. Voilà, donc ça évolue. Si je veux faire une petite sélection, de dire quels sont, par exemple, les jours où il pleut le plus, quelle est la distance moyenne? Donc là, j'ai une distance de 4,2 miles. Si je veux prendre les jours où c'est plus pluvieux, voilà, je vais passer à 13 miles de moyenne. Si je me dis, je vais prendre les jours un peu moins pluvieux, je peux me mettre ici, hop, sélectionner les jours moins pluvieux, quelle est la distance en miles? On est un peu en dessous. Voilà. On peut s'amuser à explorer le dataset en analytique ou en science rapidement en cliquant sur le graphe et en ayant non plus des minutes d'attente, mais quelques secondes d'attente. Donc là, si par exemple je sélectionnais les fins de mois, on voit qu'il y a une chute en fin de mois. On a la mise à jour du graphe avec les mois, le leverage tips, donc la moyenne du paiement ici, comparé, donc là on est à 2 dollars. Si je compare un début de mois sur ces quelques jours du début de mois, je vais voir que le tips peut être un peu plus élevé.
Voilà, on est à 2,04, ça ne change pas grand-chose, mais on peut avoir des modifications comme ça en se déplaçant dans le dataset. Toujours en éliminant tous les filtres, je retrouve mes 608 millions de records dans mon environnement. Et donc, si je retourne dans Dremio et que je regarde ce qui se passe ici, voilà, tout ça, ça tourne derrière, ça crée pas mal de requêtes. Voilà. Donc, tout ça, c'est des requêtes passées sur Tableau. Et si je lance si je vais sur un job, je vois les requêtes en fait passer avec toutes les groupes et les workflows passés par Tableau sur l'environnement. Tout ça en accélération. C'est ce qu'on voit ici dans la UI. Est-ce qu'il y a des questions déjà là-dessus? N'hésitez pas à poser des questions sur le chat avant la partie questions. Tac. Donc ça, c'était pour la partie tableau. Donc on peut aussi également se connecter. Si on veut faire de l'analyse, on peut avoir un petit script en Python. Donc là, j'ai fait du Panda avec de l'Arrowflight. Donc je vais utiliser le driver Arrow pour avoir plus de performance qui va se connecter à plus de ressources. Donc là, j'utilise mon nœud interne, mon login, mon passeport dans un fichier, et je vais passer une requête que je vous ai montré tout à l'heure avec une limite à 1 million de lignes pour vous montrer ce que ça donne. Donc on peut passer la requête. Là, j'ai 1 million de lignes collectées, sélectionnées, et j'ai fait un petit calcul de moyenne, par exemple ici de trip distance, et puis je récupère 35 lignes un peu au hasard dans le dataset pour vous afficher ça. Et ça, on le retrouve bien sûr dans la partie job. Ici, on a un autre type d'accès. Tout à l'heure, on était en JDBC sur la partie tableau. Ici, on est en Arrowflight, c'est un peu plus performant. Et on voit l'accès justement de cette requête, ma fameuse requête avec une petite ligne blanche, ma fameuse requête de 1 million de lignes qui est passée en quelques secondes, voilà, moins d'une seconde sur la partie 3 secondes et moins d'une seconde de wait sur le client, 3 secondes d'exécution pour cette requête. Et si on veut voir quel serait le temps de cette accélération, on peut retourner dans l'historique ici en choisissant uniquement les accélérateurs. Je vais mettre New York City dans le filtre. Je vais me retrouver qu'avec les tables New York City. Et vous allez voir ici, voilà, il y a des reflection refresh. Et vous voyez que le temps de rafraîchir cette table de 608 millions de lignes peut prendre jusqu'à 11 minutes, 17 minutes, 5 minutes selon la charge, hein, si je ne suis pas là ou si je suis là parce qu'il y avait quand même du trafic sur cette machine. Et on voit que bah, il n'y a pas assez forcément de mémoire toujours sur la machine disponible, et donc ça va écrire sur disque. C'est la petite icône qu'on a là. Mais ça, c'est une tâche de fond, et ça ne bloque pas le système. C'est-à-dire que cette tâche, elle tourne, elle met à jour le dataset. Ça peut prendre de 5, 10, 15 minutes, mais c'est pas grave. L'utilisateur, lui, en BI dans le tableau, il a toujours sa perf à la seconde, ce qu'on voyait tout à l'heure, et le système derrière rafraîchit. Et on peut, dans le système, gérer, donc là, j'ai mes 3 nœuds qui ont des noms différents, mais 4 nœuds, pardon. J'en ai un qui est coordinateur et j'ai 4 nœuds exécuteurs. Et là, j'ai créé des nœuds avec des noms d'engine. Là, il y a UI, Meta et Reflection. Et là, il y a Analytics, AI, ML. Je peux dédier en fait ces nœuds en allant dans la partie queue à des tâches. Donc, c'est ce que j'ai fait là. En fait, quand je fais une reflection, je n'utilise que 2 nœuds. Je ne veux pas utiliser tous mes nœuds. Et quand je fais des queries globales, j'utilise tous mes nœuds. Donc mon tableau utilise mes 4 nœuds, mais mes Meta Reflection n'utilisent que 2 nœuds. Je veux pas utiliser, impacter tout mon environnement. Donc ça se gère ici très simplement. En fait, ici, on peut se mettre sur la queue et dire quel engine on utilise. Tous les nœuds, donc il n'y a pas d'engine, ou un engine spécifique. Ce qui fait qu'on peut, sur des clusters beaucoup plus grands, on peut commencer à segmenter, comme on le ferait avec Minayo sur la partie chaude et froide. On peut se dire, bah, j'ai des machines plus rapides dans Minayo et moins rapides dans Minayo par rapport à ces données. Bah, c'est la même approche ici. On peut le faire sur le stockage avec Minayo, on peut le faire aussi dans Dremio avec cette fameuse queue. Et si je reviens sur les reflections ici, ça c'est le setup des reflections, je vois mes reflections mises en place dans le système et le gain apporté par les reflections. Donc je vois ici le dernier refresh, le temps que ça a pris et le nombre d'accélérations. Et je peux voir en fait sur la partie weather par exemple, si je me mets ici, je vois que l'accélération elle est de 1 minute. C'est pas majeur parce que la table n'est pas très grosse. Par contre, si je regarde la partie taxi géo, je suis à 200 fois l'accélération. J'ai gagné 8 heures. En fait, tout ce que j'ai fait dans mon tableau software pour préparer la démo, j'ai fait pas mal de requêtes pour justement faire grossir cet environnement. C'est-à-dire que plus vous avez d'utilisateurs qui vont cruncher la data, plus ces métriques vont être en croissance. Donc, j'ai gagné quasiment une journée de travail d'attente sur le système. Parce que j'ai passé pas mal de requêtes. Là, je suis à 28 requêtes par jour. Donc, imaginez dans une entreprise utilisant de la BI, c'est beaucoup plus important que ça. Et en temps d'accélération, c'est énorme. Ce qui fait que les utilisateurs peuvent faire beaucoup plus
de BI et d'analytique et aller plus loin dans le leverage de leurs données parce qu'ils n'ont plus ces freins à l'attente et au crunching. Voilà pour la partie reflection. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? On est déjà à midi et quart. On voulait vous laisser un quart d'heure pour les questions. N'hésitez pas et que ce soit pas trop long. Est-ce qu'il y a des questions pour ce sujet? N'hésitez pas sur le chat. Je crois que la démonstration a été parfaitement explicite et claire et non, pas de questions. J'ai une question aussi. Il y a une question Ah, de. J'ai une question. Une réflexion est une vue matérialisée. Son stockage bénéficie de l'accélération de Minayo. Oui, alors une réflexion, c'est en quelque sorte une vue matérialisée, sauf qu'on n'a pas besoin vraiment de la gérer. Elle est gérée par Dremio. Après, on va gérer l'update des réflexions de cette rematérialisation sur le paramètre, sur les paramètres ici de la machine connectée. Donc, par sécurité, entre guillemets, pour ne pas être dérangé pendant la démo, j'ai fait un set refresh schedule à 8 heures pour la source Minayo, pour ne pas avoir des refresh pendant la démo et avoir un impact, parce que j'ai pas beaucoup de nœuds, c'est une petite plateforme de démo. Mais je peux avoir un refresh toutes les heures, par exemple, me dire toutes les heures je rafraîchis, ou ce fameux schedule, hein, si je veux, si j'en ai pas besoin, ou jamais. Si j'ai mis en place un dataset historique et que je ne veux pas faire de refresh ou que je veux garder le contrôle et le faire à la main, je peux aussi mettre Never et moi l'automatiser avec un environnement. Mais en effet, c'est une vue un peu matérialisée, puisqu'on le voit, on le retrouve ici. Si je fais un livre, si on le retrouve ici, en fait, on retrouve dans Reflection, ici, la, la- la capacité et l'occupation sur disque de cette Reflection et ce que ça permet d'accélérer. Mais on n'a pas à créer cette vue. C'est une vue qui est gérée par le système au format iceberg et qui est gérée dans le stockage Minayo en mode objet, mais qui n'est pas à monter. C'est pas comme ce qu'on a vu tout à l'heure ici dans le dataset où on a le Minayo ici. On ne va pas aller gérer ça ici. C'est le système qui le gère pour le client. C'est la grande force de Dremio, c'est qu'on coche la case, on dit ça, je veux l'accélérer, et le système le gère pour vous et gère le refresh de ça. Il y a une autre il y a, question. Y a-t-il un il y a- hôtel intégré à Dremio pour ouais, l'ingestion juste des... Aurélien, Ah, excuse-moi, sur la partie Minayo, sur l'accélération, pour donner un autre élément de réponse ah ouais, aussi, mais vraiment côté vraiment Minayo. Donc ouais. effectivement, nous côté Minayo, en fait, c'est un software complètement distribué. Et donc du coup, plus on met de nœuds, et du moment qu'évidemment il y a la bande passante et que l'architecture réseau elle est bien en place, on peut aussi donner. En fait, on va servir Dremio avec l'accélération de la distribution tout simplement. Donc si on a plus, on va scaler horizontalement, on va donner les accès comme ce qu'Aurélien nous a présenté, il a mis à l'autre balanceur en frontal, c'est un prérequis quand on cherche de la performance. Et en fait, grâce au nombre de nodes, donc le nombre de nœuds qu'on va présenter avec le stockage distribué, on va accélérer en fait ce tuyau qui permet à Dremio de faire ses requêtes sur le stockage. Donc ça, c'est vraiment pour la partie Minayo. Voilà. Yes. Merci Aurélien. Et une autre question, y a-t-il un ETL intégré à Dremio pour l'ingestion des différentes données? Alors, il n'y a pas d'ETL, c'est pas notre business, l'ETL, c'est un autre. Nous, on bosse avec du DBT, par exemple, ou du Airflow, ou Fivetran aussi, qui peut amener un peu une couche de présentation, ou quelles que soient les plateformes, plutôt des ELT. Et après, on peut avoir, si on a à charger des données, on peut utiliser aussi des environnements de type Iceberg et notre catalogue. Donc là, je ne suis pas rentré dans le catalogue pour vraiment se focaliser sur la partie intégration de données Minayo aujourd'hui. Et le catalogue arrivera avec la partie également 26 qui sera intégrée, le Polaris Catalogue, que je présenterai dans un webinaire intégré à la partie Dremio. Mais on peut écrire par ailleurs directement dans Minayo, en fait, en utilisant le catalogue, des fichiers au format Iceberg. Et nous, on va récupérer directement. Il y a un méta refresh, hein, je ne l'ai pas montré ici également, mais dans les paramètres, il y a un metadata refresh. Là, je suis à toutes les 5 minutes, parce que je l'ai mis un peu agressif pour ma démo, mais on peut le baisser aussi. Et en fait, le système va vérifier quelles sont les nouvelles données sur ce système et les rendre disponibles. Donc, à chaque fois que je fais une requête, si la reflection est mise à jour également, si j'ai une reflection, il faut que la reflection soit mise à jour, mais je peux avoir un near real-time dans Dremio.
en mettant un refresh assez rapide, puisqu'on sépare stockage et processing. Forcément, il faut les réconcilier à un moment. Donc, c'est le metadata refresh et les reflections, si on a une reflection, qui permet de récupérer les dernières données et de construire un environnement assez proche du temps réel, on va dire en near real time. Voilà, mais il n'y a pas de LT ou d'UTL. On est plutôt partenaire hein, de DBT ou d'outils voilà, pour faire de l'intégration de données. On peut également imaginer faire du Kafka, envoyer du Kafka dans du Iceberg et récupérer les flux de données Kafka dans la partie Iceberg. Euh, il y a une question encore. Faites-vous aussi le leverage de Minayo sur la reflection? Alors oui, alors si je comprends la question, c'est on va en effet, oui, j'ai répondu. Oui, c'est en partie. On va stocker les reflections dans Minayo, mais on les voit pas. C'est dans les paramètres de la conf Dremio. C'est pas visible. Le but, c'est pas que ça soit visible, c'est que ça soit géré par notre système. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour cette démo du jour? Est-ce que ça vous a plu déjà? C'était clair? Ça vous avez appris des choses? Oui, oui, oui. Ok, très bien. Et si vous n'avez pas d'autres questions, on va vous libérer. Et merci pour votre temps et votre écoute. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions, si vous voulez creuser un autre sujet. On n'a pas tout couvert aujourd'hui, mais à votre dispo pour avancer sur des projets ou des questions. Merci Merci. à vous. Bonne fin de journée à tous. Au revoir. Au revoir.